Je m'appelle Marguerite, j'ai 28 ans, et je pensais savoir ce que signifiait l'amour inconditionnel jusqu'au soir où mon père m'a regardé droit dans les yeux et a brisé tout ce en quoi je croyais à propos de la famille. Pendant des années, j'avais été la fille parfaite, courant après son approbation à travers chaque réussite, chaque succès, chaque étape importante. J'étais coordinatrice marketing et je venais de décrocher la plus grande promotion de ma carrière. Et j'étais impatiente de partager la nouvelle avec les 2 personnes qui comptaient le plus pour moi. Mais parfois, les personnes qui devraient célébrer vos victoires sont celles qui vous en veulent le plus. Avant que je vous raconte ce qui s'est passé ce soir-là, dites-moi d'où vous regardez et cliquez sur le bouton « J'aime » si vous vous êtes déjà senti rejeté par les personnes qui devraient vous aimer le plus. N'oubliez pas de vous abonner car, croyez-moi, cette histoire V.Ous montrera exactement comment j'ai transformé les paroles les plus cruelles de mon père en ma plus grande force. En grandissant dans la banlieue de Reims, en Champagne-Ardenne, j'étais ce que tout le monde appelait l'enfant prodige. Mon père, François, travaillait comme comptable pour une PME, méthodique et précis dans tout ce qu'il faisait. Il portait les mêmes cravates bleu marine au travail, organisait les tiroirs de son bureau avec une précision militaire et attendait le même niveau d'ordre de tout le monde autour de lui. Ma mère, Hélène, était tout le contraire, douce et attentionnée, toujours prête avec des biscuits fraîchement sortis du four et des étreintes chaleureuses quand je rentrais de l'école. Notre maison était un pavillon de 2 étages parfait, avec une clôture blanche et des rosiers que ma mère entretenait avec une dévotion religieuse. Chaque dimanche après la messe, nous nous asseyions autour de la table de salle à manger en acajou pour un bœuf bourguignon et une purée de pommes de terre, discutant de mes notes, de mes activités, de mes projets d'avenir. François n'élevait jamais la voix, ne montrait jamais de colère, mais il y avait toujours ce courant sous-jacent d'attente que je ne parvenais jamais tout à fait à satisfaire. C'était une pression silencieuse, une norme implicite qui planait sur chaque bulletin scolaire et chaque compétition sportive. Je me souviens, à 7 ans, de lui avoir montré ma dictée avec une note de 18 sur 20. Alors que d'autres parents auraient célébré, François a simplement pointé du doigt les 2 fautes que j'avais faites et a dit tranquillement « La prochaine fois, Marguerite, on ne se contente pas du presque parfait. » Cette phrase est devenue la bande-son de mon enfance. La prochaine fois, Marguerite. Fais mieux, Marguerite. Essaie plus fort, Marguerite. C'était un mantra constant, une quête sans fin pour un « et perfection » qui semblait toujours hors de portée. Un objectif qui reculait à chaque fois que je pensais l'avoir atteint. Au lycée, je me suis lancée dans tout. Déléguée de classe, capitaine de l'équipe de débat, mention très bien au bac, bénévolat à l'hôpital local. J'avais l'impression de courir un marathon sans ligne d'arrivée, chaque réussite n'étant qu'une étape vers la suivante. Quand j'ai obtenu mon baccalauréat avec la meilleure mention et une bourse complète pour l'université de Reims-Champagne-Ardenne, j'ai enfin cru avoir fait assez pour mériter sa fierté sincère. François se tenait dans l'amphithéâtre ce jour-là, applaudissant poliment, tandis que d'autres parents criaient et pleurèrent de joie. Quand je lui ai demandé plus tard ce qu'il pensait de mon discours de major de promotion, il a dit « C'était adéquat, Marguerite. L'université sera le véritable test. » Le mot « adéquat » était comme un coup de poignard feutré, une rat, et connaissance minimale qui sapait toute la joie de l'instant. L'université est devenue une autre montagne à gravir. Licence en gestion avec une spécialisation en communication. Toujours dans les premiers de la classe, chaque semestre. Des stages dans des entreprises respectées, des événements de réseautage, des postes de direction dans des associations étudiantes. J'ai obtenu mon diplôme avec les honneurs
et j'ai immédiatement décroché un poste chez Dubois & Associés, l'une des agences de marketing les plus prestigieuses de Reims. Pourtant, les éloges de François restaient insaisissables, toujours nuancés par des suggestions d'amélioration ou des rappels que ce n'était que le début. 3 ans après le début de ma carrière, j'étais passée de simple assistante à coordinatrice marketing. Je gérais des campagnes pour des clients majeurs, dirigeais des équipes de designers et de rédacteurs et dépassais constamment mes objectifs. Mes collègues, elles me respectaient. Ma patronne comptait sur moi et les clients demandaient spécifiquement à travailler avec moi. Mais lors des dîners de famille, François écoutait mes mises à jour avec la même expression neutre qu'il arborait en examinant des déclarations de revenus. Ma mère, Hélène, essayait de combler le fossé, s'extasiant sur mes accomplissements et encourageant François à montrer plus d'enthousiasme. « N'est-ce pas merveilleux ce que Marguerite a accompli ?» disait-elle, la voix pleine d'espoir. François hochait la tête et répondait quelque chose comme « Elle fait ce qu'elle est censée faire. C'est ce que nous attendons. » La conversation passait alors à des sujets pratiques comme les taux des prêts immobiliers ou la nouvelle voiture du voisin. Je m'étais convaincue que la nature réservée de François n'était que sa façon de me protéger contre la complaisance. Certains parents étaient démonstratifs, d'autres montraient leur amour, eurent part des normes élevées et des conseils constants. J'avais choisi de croire que son manque d'éloges effusifs signifiait qu'il me préparait à un monde qui ne distribuerait pas de médailles de participation. Au fond, cependant, j'étais toujours cette petite fille de 7 ans, essayant désespérément de gagner un sourire de fierté sincère de son père, une validation qui ne venait jamais, me laissant dans un état perpétuel de doute et de quête. À 28 ans, j'avais construit ce que n'importe qui considérerait comme une vie réussie. Mon 2 pièces dans le quartier branché de Boulingrin reflétait ma croissance professionnelle. Parquet, murs en briques apparentes, une cuisine où je préparais de vrais repas au lieu de survivre avec des plats à réchauffer. J'avais une Peugeot 208 fiable que j'avais remboursée en avance, un compte d'épargne qui grossissait et un plan d'épargne retraite que mon conseiller financier qualifiait d'impressionnant pour « quelqu'un de votre âge ». Ma vie personnelle était tout aussi stable. David Martin, un professeur d'histoire-géographie au lycée, avec des yeux bienveillants et un rire contagieux, était mon petit ami depuis 2 ans. Nous nous étions rencontrés dans un café où il corrigeait des copies et où je préparais une présentation pour un client. Il m'avait fait rire ce premier jour, quelque chose qui était devenu de plus en plus rare dans mon monde, axé sur l'intensité et la performance. David ne m'a jamais fait sentir que je devais prouver ma valeur. Il célébrait mes petites victoires et me soutenait dans les projets difficiles sans tenir les comptes ni poser de conditions. Son amour était un havre de paix, un espace où je pouvais simplement être moi-même, sans avoir à performer ou à exceller. 6 mois plus tôt, on m'avait confié la direction de la campagne pour les Industries Lambert, une entreprise manufacturière cherchant à moderniser son image, pour un public plus jeune. C'était le genre de projet à haut risque qui pouvait faire ou défaire une carrière. Pendant des semaines, j'ai travaillé 14 heures par jour, coordonnant des groupes de discussion, collaborant avec des équipes créatives et présentant de multiples itérations de concepts à des dirigeants de plus en plus exigeants. La percée est venue lors d'une séance de brainstorming tard dans la nuit. Au lieu de me concentrer sur les capacités industrielles de l'entreprise, j'ai proposé de mettre en avant leur engagement en faveur de la durabilité environnementale et de l'investissement communautaire. La campagne, bâtir l'héritage de demain, aujourd'hui, a parfaitement résonné avec leur public cible. Moins de 3 mois après son lancement, les Industries Lambert ont vu leur notoriété de marque augmenter de 30% chez les 18 à 34 ans. Ma patronne, Patricia Dubois, m'a convoquée dans son bureau un mardi matin d'octobre. Je travaillais pour l'entreprise depuis 3 ans, obtenant constamment des résultats et établissant de solides relations avec les clients.
Marguerite, dit-elle, se penchant en arrière dans son fauteuil en cuir, avec un sourire que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai des nouvelles qui, je pense, vont vous plaire. Cette phrase, simple en apparence, a fait battre mon cœur plus vite. J'avais passé des années à anticiper une reconnaissance de ce calibre, non seulement de la part de mes supérieurs, mais aussi, et surtout, dans l'espoir que cela impressionnerait enfin mon père. La promotion au poste de responsable marketing senior s'accompagnait d'une augmentation de salaire de 10 000 euros, de mon propre bureau avec des fenêtres donnant sur le centre-ville de Reims, et de l'opportunité de diriger une équipe de 5 jeunes collaborateurs. Plus important encore, cela représentait la reconnaissance de mes capacités et de mon potentiel de croissance au sein de l'entreprise. C'était la validation tangible de toutes mes nuits blanches, de tous mes sacrifices personnels. Patricia m'a serré la main et a dit « Vous l'avez mérité, Marguerite. Votre travail sur la campagne Lambert était exactement le genre de pensée innovante dont nous avons besoin. » J'ai passé le reste de la journée dans un brouillard euphorique, acceptant les félicitations de mes collègues et planifiant déjà comment j'allais annoncer la nouvelle à mes parents. Cette promotion représentait tout ce pour quoi j'avais travaillé, la preuve que mes années de dévouement et de sacrifice avaient porté leurs fruits. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sentais vraiment fière de moi, indépendamment de l'approbation de qui que ce soit d'autre. Ou du moins, c'est ce que j'essayais de me dire. Au fond, une partie de moi ne se sentait complète qu'à l'idée de voir enfin l'admiration dans les yeux de mon père. Ce soir-là, j'ai réservé une table à la Villa, un restaurant italien chic, où mes parents avaient célébré leur 25e anniversaire de mariage. Je voulais que cette annonce soit spéciale, mémorable, digne de l'accomplissement qu'elle représentait. Je me suis même arrêtée dans une boutique de la rue de Vesle et j'ai acheté à ma mère une écharpe en soie dans sa nuance de bleu préférée et à mon père un portefeuille en cuir qu'il pourrait utiliser pour son travail. En conduisant vers leur maison ce jeudi soir, j'ai répété différentes manières de partager la nouvelle. Devais-je attendre le dessert pour un impact maximal? Devais-je commencer par l'augmentation de salaire ou par les responsabilités de direction? Mes mains tremblaient légèrement sur le volant, non pas de nervosité quant à leur réaction, mais d'excitation pure à l'idée d'avoir enfin quelque chose qui rendrait François vraiment fier. Le rituel familier de l'arrivée dans la maison de mon enfance s'est déroulé exactement comme des centaines de fois auparavant. Je me suis garée dans l'allée derrière la Peugeot 508 argentée de mon père et j'ai remonté le chemin en briques, remarquant que ma mère avait planté de nouveaux chrysanthèmes en préparation de l'automne. La lumière du porche projetait la même lueur chaude que lorsque j'avais 16 ans et que je rentrais de rendez-vous ou d'événements scolaires. Hélène a ouvert la porte, vêtue de son pull bordeaux préféré et de ses boucles d'oreilles en perles, les mêmes qu'elle portait à chaque occasion spéciale. Son visage s'est illuminé d'une joie sincère alors qu'elle me serrait dans ses bras, une étreinte qui sentait la vanille et le savon à la lavande qu'elle utilisait depuis aussi longtemps que je me souvienne. « Marguerite, ma chérie, tu es magnifique. Cette nouvelle coupe de cheveux te va à ravir. » François est apparu dans le couloir, portant encore ses vêtements de travail, Aïl, mais avec sa cravate desserrée et ses manches retroussées. « Bonjour Marguerite, » dit-il avec son hochement de tête habituel. Ni chaleureux, ni froid, juste une reconnaissance factuelle de ma présence. La circulation n'était pas trop mauvaise, j'espère. En fait, c'était assez fluide, ai-je répondu, les suivant dans le salon où BFM TV jouait doucement à la télévision. La maison était exactement la même que pendant mes années de lycée. La même moquette beige, les mêmes photos de famille disposées sur la cheminée, les mêmes plaids drapés sur les accoudoirs du canapé bleu marine. Les seuls ajouts étaient des lunettes de lecture éparpillées sur diverses surfaces
et un pilulier sur le comptoir de la cuisine qui me rappelait que mes parents vieillissaient. La conversation du dîner a commencé avec les sujets habituels. Hélène m'a mise au courant des ragots du quartier. Les Durand divorçaient après 30 ans. La nouvelle famille d'en face avait 3 jeunes enfants qui jouaient bruyamment dans leur jardin. Et la mairie allait enfin refaire le goudron de la rue de l'Érable après des années de plaintes concernant les nids de poules. François a contribué avec des observations pratiques sur les valeurs immobilières et les impôts locaux. Il avait des opinions sur la nouvelle taxe scolaire lors du prochain scrutin et s'inquiétait de savoir si le nouveau centre commercial augmenterait la congestion du trafic. Ces conversations étaient confortables dans leur prévisibilité, comme des chaussures usées qui s'adaptent parfaitement. J'ai attendu que nous ayons fini le rôti de porc d'Hélène et que nous soyons passés à sa tarte aux pommes maison avant de m'éclaircir la gorge. « J'ai une nouvelle à vous annoncer », ai-je dit, posant ma fourchette et souriant largement. Quelque chose de vraiment excitant s'est passé au travail cette semaine. Hélène s'est immédiatement redressée, joignant les mains. « Oh, c'est merveilleux! Raconte-nous tout, ma chérie. » Je savais que c'était mon moment, celui que j'attendais depuis des années, et pourtant une petite boule d'anxiété se formait dans mon estomac. J'ai été promue responsable marketing senior. Ai-je annoncé, observant attentivement leur visage. Cela s'accompagne d'une augmentation de salaire significative et de ma propre équipe à gérer. Patricia a dit que mon travail sur la campagne Lambert était exactement ce qu'il recherchait. Hélène a eu le souffle coupé et a tendu la main sur la table pour me serrer la mienne. « Marguerite, c'est absolument fantastique. Je suis si fière de toi, ma chérie. N'est-ce pas merveilleux, François ?» Je me suis tournée avec attente vers mon père, attendant le moment que j'avais imaginé d'innombrables fois. Le moment où son visage habituellement stoïque s'éclairerait de fierté non dissimulée. François a fini de mâcher sa bouchée de tarte, s'est tamponné la bouche avec sa serviette et a hoché lentement la tête. « C'est bien, Marguerite. » Plus de responsabilité signifie généralement plus d'heures de travail, cependant. Assure-toi de ne pas te laisser monter à la tête. Le commentaire m'a piqué, mais j'ai continué, déterminée à partager tous les détails qui m'avaient tant excitée. L'augmentation de salaire est de 10 000 € et je superviserai les campagnes de certains de leurs plus gros clients. De plus, j'aurai mon propre bureau avec des fenêtres donnant sur le centre-ville. « 10 000 € » a répété François, son ton neutre. C'est un bond significatif. Les entreprises ne distribuent généralement pas ce genre d'argent, à moins d'attendre des retours sur investissement substantiels. Quelque chose dans sa voix m'a fait marquer une pause. Il n'y avait aucune félicitation, aucune fierté, juste une évaluation calculée de ma promotion, comme s'il examinait une transaction commerciale. Hélène a comblé le silence avec des questions plus enthousiastes sur mes nouvelles responsabilités et l'aménagement de mon bureau. Mais je me suis surprise à étudier les expressions de François, cherchant le moindre signe de bonheur sincère pour mon succès. Alors que nous passions au salon pour le café, j'ai décidé de partager mon geste de gratitude, espérant que cela pourrait enfin briser sa réserve. En fait, je voulais célébrer cette promotion avec vous deux. J'ai fait des réservations pour un brunch dimanche dans ce nouvel endroit à Gueux. C'est moi qui régale, et peut-être que nous pourrions planifier un week-end d'escapade bientôt. J'ai regardé des chambres d'hôtes dans la vallée de la Loire. Hélène a tapé dans ses mains. « Oh, Marguerite, ça semble charmant. Nous n'avons pas pris de vraies vacances depuis des années. » L'expression de François a changé, et pour la première fois de la soirée, il m'a regardé directement avec une intensité approchante. « Tu penses que jeter de l'argent par les fenêtres va tout résoudre, n'est-ce pas ?» Le changement de ton de François était comme de l'eau froide jetée sur mon excitation. Hélène nous a regardés, incertaine,
sa tasse de café figée à mi-chemin de ses lèvres. François, chérie, Marguerite est juste généreuse. Elle veut célébrer avec nous. Généreuse? A répété François, se levant et marchant vers la fenêtre. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? Il s'est retourné pour me faire face, et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de la déception ou de la désapprobation, mais quelque chose de plus dur et de plus personnel. Tu fais un bon coup dans ta carrière, et soudain, tu es le soutien de famille, prête à prendre soin de tes pauvres vieux parents. J'ai senti mon estomac se nouer de confusion. Papa, je voulais juste partager mon succès avec vous. Je pensais que vous seriez heureux pour moi. Heureux? Dit-il en laissant échapper un rire amer. Marguerite, as-tu la moindre idée de ce que c'est que de regarder sa fille réussir alors que tu gardes à peine la tête hors de l'eau? Hélène a posé sa tasse de café avec des mains tremblantes. François, s'il te plaît, pas ce soir. Pas ce soir. La voix de François s'est légèrement élevée. Quand, Hélène? Quand sera le bon moment pour parler du fait que notre fille de 28 ans propose de payer pour des vacances alors que nous n'arrivons même pas à payer nos propres factures? Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. De quoi parles-tu? Je ne savais pas que vous aviez des problèmes financiers. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? François a ri de nouveau, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Te le dire? Te dire que le cabinet comptable a licencié la moitié de son personnel il y a 6 mois? Quoi? Te dire que les médicaments pour le diabète de ta mère coûtent plus cher que notre budget alimentaire? Te dire que nous vivons à crédit depuis 1 an parce que mes heures réduites couvrent à peine le prêt immobilier? J'ai regardé Hélène, qui pleurait silencieusement dans ses mains. Maman, pourquoi n'as-tu rien dit? J'aurais pu aider. Je peux aider maintenant. Nous n'avons pas besoin de ta charité, Marguerite, a lancé François. Nous avons réussi à t'élever et à te mettre à l'université sans aide. Nous n'avons pas besoin que tu débarques maintenant avec ton gros salaire et ta générosité condescendante. Le mot « condescendante » a résonné dans la pièce, me blessant profondément. Condescendante? Je me suis levée, ma propre voix s'élevant. J'essayais de célébrer avec ma famille. J'essayais de montrer ma reconnaissance pour tout ce que vous avez fait pour moi. Tout ce que nous avons fait pour toi, a répété F. François lentement, chaque syllabe chargée d'un poids que je ne comprenais pas. Il s'est approché du bureau dans le coin et en a sorti un dossier. Tu veux savoir tout ce que nous avons fait pour toi? Ton plan d'épargne-études, Marguerite? L'argent que nous avons économisé pendant 18 ans pour ton éducation. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Il n'y en a plus, dit-il simplement. Pas un centime. Nous l'avons dépensé pour les frais médicaux, les réparations de la maison et pour essayer de maintenir le style de vie que tu attendais quand tu venais nous rendre visite. Je l'ai regardé, choqué. Cet argent était à moi. Vous m'aviez dit que c'était mon héritage. Héritage? La voix de François devenait plus forte. Tu as 28 ans, Marguerite. Tu as une carrière, ton propre appartement et un petit ami qui te traite bien. Pourquoi as-tu besoin d'un héritage? Il ne s'agit pas d'en avoir. Besoin? Ai-je dit, ma voix tremblante. Il s'agit de confiance. Il s'agit d'honnêteté. Comment avez-vous pu dépenser cet argent sans me le dire? Hélène a finalement levé les yeux, son visage strié de larmes. Nous allions le rembourser, ma chérie. Quand les heures de François reprendraient, ou quand je pourrais trouver un travail à temps partiel compatible avec mes rendez-vous chez le médecin. Le rembourser? Ai-je répété, me tournant vers François. Vous avez dépensé mon plan d'épargne-études et n'avez même pas pensé à me demander de l'aide pour la crise financière que vous traversiez. François a claqué le dossier sur le bureau.
Te demander de l'aide? Demander à ma fille de résoudre mes problèmes? As-tu la moindre idée de ce que ça fait, Marguerite? As-tu la moindre idée de ce que c'est que d'être un échec en tant que soutien de famille? Tu n'es pas un échec, ai-je dit. Mais même alors que les mots quittaient ma bouche, je pouvais voir que François n'écoutait plus. Il était pris dans une spirale de colère et de honte qu'il avait consumée pendant des années. J'ai travaillé 60 heures par semaine pendant 30 ans, a-t-il continué, sa voix de plus en plus agitée. J'ai sacrifié ma santé, mes hobbies, mes relations avec mes amis, tout pour subvenir aux besoins de cette famille. Et maintenant, j'ai 58 ans, dépassée pour les promotions par des gens de la moitié de mon âge, regardant ma fille gagner plus d'argent que je n'en ai jamais gagné. Et tu veux m'emmener en vacances, comme si j'étais un cas de charité. Ce n'est pas ce que je voulais dire, ai-je protesté. Je voulais juste faire quelque chose de gentil pour vous. Quelque chose de gentil? A répété François. Tu sais ce qui serait gentil, Marguerite? Si tu comprenais que ton succès ressemble à un rappel de mes échecs. Chaque réussite que tu célèbres, chaque promotion que tu as eue. Tiens, chaque euro que tu gagnes est la preuve que je n'étais pas assez bon pour te donner la vie que tu méritais. La pièce est tombée dans le silence, à l'exception du tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir. Hélène sanglotait doucement, et j'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Ce n'était pas comme ça que cette soirée devait se passer. Ce n'était pas comme ça que mon père était censé réagir à la meilleure nouvelle de ma vie professionnelle. Papa, ai-je dit doucement, je n'ai jamais voulu te faire sentir mal à propos de mon succès. François m'a regardé avec des yeux qui semblaient te voir à travers moi. Et quand il a parlé de nouveau, sa voix était si basse que c'était presque un murmure. Tu veux savoir la vérité, Marguerite? Tu veux vraiment savoir ce que je pense de ton succès, de tes promotions et de ta vie parfaite? J'ai hoché la tête, bien que chaque instinct me dise que je ne voulais pas s'entendre ce qui allait suivre. François a pris une profonde inspiration et m'a regardé droit dans les yeux. Si je pouvais revenir en arrière, tu ne serais jamais né. Les mots sont restés en suspens dans l'air comme la fumée d'un incendie, visibles, suffocants et impossibles à ignorer. Hélène a eu un hoquet de surprise, et François est resté là, sa poitrine se soulevant et s'abaissant, avec des respirations rapides, comme si prononcer ces mots avait nécessité un effort physique énorme. J'ai senti tout en moi devenir complètement immobile. Pas seulement silencieux, mais gelé, comme le moment où vous sortez en janvier et que le froid frappe si fort que vos poumons oublient comment fonctionner. Qu'est-ce que tu as dit? Tu m'as entendu, a dit François, sa voix plus stable maintenant, comme si franchir cette ligne lui avait donné une sorte de terrible permission. Ta mère avait 26 ans quand elle est tombée enceinte de toi. Non. Étions mariés depuis 3 ans, et nous avions des projets, Marguerite, de vrais projets. Hélène s'est levée en tremblant. François, arrête. S'il te plaît, arrête de parler. Mais François ne s'arrêtait pas. C'était comme regarder un barrage se rompre, des années de ressentiment se déversant d'un seul coup. Je devais être promue associée au cabinet. Nous allions voyager en Europe, peut-être déménager à Paris, où les opportunités étaient meilleures. Ta mère voulait retourner à l'école, obtenir son diplôme d'enseignante. Je me suis rassise sur ma chaise, mes jambes incapables de me soutenir. Je ne comprends pas. Vous êtes mariés depuis 31 ans. Vous avez choisi de m'avoir. Choisi. François a ri amèrement. Ta mère était si excitée quand elle a découvert qu'elle était enceinte. Des larmes de joie, parlant des couleurs de la chambre de bébé et des prénoms. Comment pouvais-je lui dire que tout ce à quoi je pensais, c'était ce que nous allions perdre?
François, s'il te plaît, a supplié Hélène. Ne fais pas ça. Pas comme ça. Elle mérite de connaître la vérité, a dit François, se tournant vers moi. Tu veux savoir ce que je faisais le jour de ta naissance, Marguerite? J'étais assis sur le parking de l'hôpital, calculant combien d'argent un bébé allait nous coûter. Les couches, le lait en poudre, les visites chez le médecin, la crèche, les vêtements qu'il ne porte que 3 mois. J'étais là, à additionner des chiffres, pendant que ta mère était en travail. Chaque mot était comme un coup physique. « Arrête !» ai-je murmuré. Et puis, tu es né, et tout le monde s'attendait à ce que je sois fou de joie. Les infirmières n'arrêtaient pas de me féliciter, me demandant si je voulais appeler la famille, me disant à quel point tu étais belle. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était le poste d'associé que je n'obtiendrais jamais parce que je n'ai pas le niveau, et pouvais plus me permettre de prendre de risques. Les voyages que nous ne ferions jamais, parce que chaque euro disponible devait être consacré à ton avenir. Hélène pleurait plus fort maintenant. C'était un bébé magnifique, François. Tu l'aimais. Je t'ai vu l'aimer. J'ai essayé de l'aimer, a dit François. Et ces mots ont coupé plus profondément que tout ce qu'il avait dit. J'ai vraiment essayé, Hélène. Mais chaque fois que Marguerite réussissait quelque chose, chaque fois qu'elle gagnait un prix, obtenait de bonnes notes ou une bourse, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était ce que j'aurais pu accomplir si j'avais été libre de me concentrer sur ma propre carrière. J'ai retrouvé ma voie, bien qu'elle semble venir de très loin. Donc, mes réussites n'étaient pas quelque chose dont il fallait être fier. Elles n'étaient que des rappels de tes sacrifices. Tout était un rappel, a dit François. Chaque fête d'anniversaire que nous organisions, chaque événement scolaire pour lequel je devais quitter le travail plus tôt, chaque visite d'université, chaque fois que quelqu'un me disait à quel point j'avais de la chance d'avoir une fille aussi brillante. De la chance, comme si c'était une sorte de cadeau au lieu d'un fardeau que je portais depuis 28 ans. Tu m'as porté comme un fardeau, ai-je répété lentement, essayant de donner un sens à des mots qui semblaient impossibles. La voix de François est devenue encore plus basse, plus précise, comme s'il lisait une déclaration préparée. Il y a eu des moments, surtout quand tu étais plus jeune, où je restais éveillée la nuit et j'imaginais ce qu'aurait été notre vie si ta mère n'était jamais tombée enceinte. J'imaginais l'appartement que nous aurions pu nous offrir à Paris, les clients que j'aurais pu démarcher si je n'avais pas eu à me soucier des secteurs scolaires et des quartiers sûrs. J'imaginais Avo, ir 35 ans, et être obsédé par le succès au lieu d'avoir 35 ans, et de m'inquiéter d'économiser pour tes études. François, arrête, a plaidé Hélène. Tu es en train de tout détruire. Je dis la vérité, a répondu François. Et la vérité est que le succès de Marguerite ressemble à une moquerie. Elle peut être ambitieuse, concentrée et déterminée dans sa carrière parce qu'elle n'a pas d'enfant qui la freine. Elle peut faire des choix basés sur ce qu'elle veut au lieu de ce dont sa famille a besoin. Elle peut être la personne que je n'ai jamais pu être, et chaque fois qu'elle célèbre une autre réussite, je me souviens de tout ce que j'ai abandonné pour rendre son succès possible. Je me suis levée lentement, les mains tremblantes. Alors quand tu as dit « Si je pouvais revenir en arrière, je ne serais jamais née ». Je le pensais, a dit François, me regardant droit dans les yeux. Si je pouvais retourner en 1995 et convaincre ta mère d'attendre quelques années de plus avant d'avoir des enfants, je le ferais sans hésiter. Nous aurions pu construire nos carrières, voyager, économiser de l'argent, découvrir qui nous étions en tant que personnes au lieu de devenir immédiatement des parents. Le silence qui a suivi était différent de celui d'avant. Ce n'était pas la pause avant d'autres mots. C'était le silence de quelque chose qui se terminait. J'ai regardé ma mère
qui fixait François comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant. Et puis, j'ai regardé mon père, qui semblait presque soulagé d'avoir enfin dit ce qu'il pensait depuis près de 3 décennies. « Tu as eu du ressentiment pour mon existence pendant toute ma vie, » ai-je dit. Et ce n'était pas une question. François a hoché la tête. J'ai essayé de ne pas en avoir. J'ai essayé de t'aimer comme j'étais censé le faire. Mais oui, Marguerite, j'ai passé 28 ans à me demander ce qu'aurait été ma vie si tu n'étais jamais née. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit à ce moment de dévastation complète. Au lieu de m'effondrer, je me suis sentie devenir très, très calme. C'était comme regarder un bâtiment s'effondrer à une distance de sécurité, destructeur et terrible, mais aussi étrangement clarifiant. Toutes les pièces de mon enfance s'emboîtaient soudainement dans un schéma qui avait un sens parfait et horrible. Les réponses tièdes à mes réussites, la façon dont François semblait toujours distrait pendant mes spectacles scolaires et mes remises de diplômes, sa tendance à transformer chaque conversation sur mes succès en discussion sur des préoccupations pratiques ou des défis futurs. La distance émotionnelle que j'avais attribuée à sa personnalité était en fait quelque chose de beaucoup plus délibéré, un détachement protecteur d'un enfant qu'il n'avait jamais voulu. J'ai regardé autour de moi dans le salon où j'avais passé d'innombrables heures à faire mes devoirs, à regarder la télévision et à essayer de gagner l'approbation de mon père. Les photos de famille sur la cheminée racontaient une histoire différente maintenant. Sur chaque photo, le sourire de François semblait forcé, son bras autour de mes épaules, raide et convenu, plutôt qu'aimant et fier. 28 ans ? Ai-je dit doucement, testant les mots. Tu as eu du ressentiment envers moi pendant 28 ans ? François n'a pas nié. J'ai subvenu à tes besoins, Marguerite. J'ai maintenu un toit sur ta tête, de la nourriture sur la table et des vêtements sur ton dos. J'ai payé ton appareil dentaire, tes fournitures du scolaire et tes frais d'inscription à l'université. Je t'ai conduite à l'entraînement de foot, aux leçons de piano et aux soirées pyjama chez tes amis. J'ai fait tout ce qu'un père est censé faire. Tout sauf m'aimer, ai-je dit. Et François a légèrement tressailli. L'amour n'est pas toujours. Est-ce un sentiment, Marguerite ? Parfois, c'est un choix. Parfois, c'est être présent et faire son devoir même quand on n'en a pas envie. Je me suis tournée vers ma mère qui pleurait toujours silencieusement. Le savais-tu, pendant toutes ces années ? Savais-tu ce qu'il ressentait pour moi ? Hélène a levé les yeux, rouge et gonflée. Je savais qu'il avait du mal avec la responsabilité. Je savais qu'il se sentait dépassé parfois, mais je n'ai jamais pensé... Je n'ai jamais imaginé qu'il souhaitait réellement que tu ne sois jamais née. Mais tu le soupçonnais ? Ai-je insisté. Tu savais que quelque chose n'allait pas ? Hélène a hoché la tête à contre-cœur. Il était différent après ta naissance, plus sérieux, plus inquiet pour l'argent, moins spontané. Je pensais que c'était juste l'ajustement normal à la parentalité. Je pensais que tous les nouveaux pères passaient par quelque chose de similaire. J'ai pensé à toutes les fois où Hélène avait essayé d'encourager François à montrer plus d'enthousiasme pour mes accomplissements. Toutes les fois où elle avait trouvé des excuses pour sa distance émotionnelle. Tout le temps qu'elle avait passé à essayer de combler le fossé entre nous. Elle ne couvrait pas une personnalité réservée. Elle compensait pour un père qui ressentait fondamentalement du ressentiment pour l'existence de son enfant. Les informations financières que François avait révélées plus tôt prenaient un nouveau sens. Maintenant, le plan d'épargne-études que vous avez dépensé, ai-je dit. C'était combien ? François a hésité. 35 000 €. 35 000 € que vous avez économisés pour mon éducation et que vous avez ensuite dépensés sans me le dire,
parce que vous aviez des difficultés financières. Nous étions en train de nous noyer, Marguerite, les factures médicales, les revenus réduits, les dépenses imprévues. Nous n'avions nulle part où vous tournez. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application bancaire, parcourant mes soldes de compte et mes transactions récentes. Tu veux savoir quelque chose d'intéressant, papa? Au cours des 2 dernières années, je vous ai donné, à toi et à maman, environ 10 000 euros. Cadeaux d'anniversaire, cadeaux de Noël, dîner. J'ai payé cette fois où j'ai couvert la facture de réparation de la voiture de maman, l'argent que je t'ai donné pour le nouveau chauffe-eau. Le visage de François est devenu pâle. Marguerite, nous ne t'avons jamais demandé cet argent. Non, vous n'avez pas demandé. Je l'ai offert librement parce que je pensais que je contribuais à la famille qui m'aimait et me soutenait. Mais maintenant, je réalise quelque chose. J'ai levé les yeux de mon téléphone. Vous avez vécu de ma générosité tout en ressentant du ressentiment pour mon existence. Vous avez accepté l'aide financière de la fille dont vous souhaitez qu'elle ne soit jamais née. Hélène a eu un léger hoquet. Oh, François! La réalité mathématique était crue et indéniable. François avait dépensé mon héritage, accepté mes cadeaux et bénéficié de mon succès, tout en nourrissant près de 3 décennies de ressentiment sur ma simple existence. Chaque euro que j'avais contribué à leur ménage provenait de quelqu'un qu'ils souhaitaient ne pas voir en vie pour le contribuer. Le poste d'associé que tu n'as pas eu, ai-je continué, ma voix se renforçant. Les voyages que tu n'as pas faits, la vie que tu n'as pas vécue. Tu me reproches tout ça d'être né, mais tu n'as eu aucun problème à accepter les avantages de ma réussite professionnelle. François a ouvert la bouche pour répondre, mais je n'avais pas fini. Tu sais ce qui est vraiment tordu? J'ai soutenu votre retraite confortable avec le salaire que je gagne au travail, que j'ai obtenu grâce à l'éducation que tu as aidé à payer. Avec le plan d'épargne que tu m'as ensuite volé. Tu as créé ce cercle parfait de ressentiment et de dépendance. Je me suis levée et me suis approchée de l'endroit où François se tenait près de la fenêtre. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je le regardais sans avoir besoin de son approbation, ni craindre sa déception. Il n'était qu'un homme qui avait fait des choix et devait maintenant vivre avec les conséquences de ses choix. Tu veux savoir ce que je pense, papa? Ai-je dit, ma voix stable et claire. Je pense que tu n'as pas eu ce poste d'associé parce que tu étais médiocre dans ton travail, pas parce que tu avais une famille. Je pense que tu n'as pas voyagé en Europe parce que tu n'as pas eu le courage de prendre des risques, pas parce que tu avais des responsabilités. Je pense que tu as passé 28 ans à me blâmer pour tes propres limites et échecs. Le visage de François est devenu rouge. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Je me suis rapprochée. Parce que les gens qui réussissent avec des enfants parviennent à faire progresser leur carrière tout le temps. Les gens qui réussissent avec des familles parviennent à voyager, à saisir des opportunités et à construire la vie qu'ils veulent. La seule différence entre eux et toi, c'est qu'ils n'utilisent pas leurs enfants comme excuse pour leur propre manque d'ambition. La confrontation a atteint son paroxysme à ce moment où François a réalisé que je n'étais plus l'enfant cherchant désespérément son approbation. J'étais une femme adulte avec mes propres ressources, mon propre pouvoir et ma propre capacité à fixer des limites. La dynamique entre nous a complètement changé alors que je devenais une version de moi-même que je n'avais jamais été auparavant. Quelqu'un qui refusait d'accepter une culpabilité non méritée. « Tu veux revenir en arrière et m'effacer de l'existence ?» ai-je dit, regardant François droit dans les yeux. « Très bien, commençons tout de suite. » François a cligné des yeux, ne comprenant manifestement pas ce que je voulais dire. « Si tu pouvais revenir en arrière et que je ne sois jamais né,
Alors arrête de vivre au crochet de la fille dont tu souhaites qu'elle n'ait jamais existé. Les mots sont sortis calmes et précis, comme si je lisais un contrat. Hélène a cessé de pleurer et m'a regardée, et la bouche de François s'est légèrement ouverte, alors que les implications de ce que je disais commençaient à se faire sentir. À partir de maintenant, je coupe toute aide financière à ce foyer. Ai-je continué? Fini les dîners que je paie. Fini les cadeaux d'argent pour les dépenses ménagères. Fini de couvrir les frais d'urgence quand votre voiture a besoin d'une réparation ou que la chaudière tombe en panne. Si tu souhaites que je ne sois jamais née, alors tu peux vivre comme si je n'étais jamais née. Marguerite, a murmuré Hélène. Non, maman. C'est ce qu'il veut. Il a très clairement indiqué que mon existence n'a été qu'un fardeau et une déception. Eh bien, les fardeaux et les déceptions ne paient pas pour la vie des autres. Ils ne contribuent pas au fonds de retraite, ne couvrent pas les frais médicaux et n'emmènent pas leurs parents en vacances. Je me suis retournée vers François, qui commençait à paraître moins confiant et plus préoccupé. Tu sais ce qui est intéressant dans ton fantasme d'une vie sans enfant? Tu imagines tout le succès professionnel que tu aurais eu, toute la liberté et les opportunités, mais tu n'as jamais imaginé faire tout cela sans le filet de sécurité financier que je fournissais. C'est différent, a dit faiblement François. Est-ce que ça l'est? Parce que de mon point de vue, il semble que tu veuilles tous les avantages d'avoir une fille qui réussit sans aucune responsabilité émotionnelle de l'aimer réellement. Tu veux mon argent mais pas ma présence. Tu veux mon soutien, mais pas mes réussites. Tu veux mes contributions, mais pas mon existence. J'ai de nouveau sorti mon téléphone et ouvert mon application de planification financière. Laisse-moi te donner quelques chiffres, papa, puisque tu es si doué avec les chiffres. Au cours des 5 dernières années, j'ai contribué à hauteur d'environ 25 000 € à votre foyer par le biais de dons directs, de repas payés, de dépenses couvertes et de cadeaux de fin d'année. Cela n'inclut pas le travail émotionnel d'essayer de gagner ton approbation, ni le temps que j'ai passé à essayer de construire une relation avec quelqu'un qui, fondamentalement, ne voulait pas que j'existe. François était silencieux maintenant, et je pouvais le voir traiter les implications financières de ce que je disais. Vos dépenses mensuelles, d'après ce que vous m'avez dit sur vos difficultés financières, ils sont d'environ 3 500 €. Votre revenu actuel, avec les heures réduites et les allocations d'invalidité de maman, est d'environ 2 500 €. Cela laisse un déficit mensuel de 1 000 € que vous avez couvert avec des cartes de crédit et, apparemment, mon plan d'épargne études. Marguerite, s'il te plaît, a dit Hélène, ne me punis pas pour ce que ton père a dit. J'ai regardé ma mère avec une tristesse sincère. Maman, je ne punis personne. J'accepte simplement la réalité que papa a présentée. Il souhaite que je ne sois jamais née. Eh bien, si je n'étais jamais née, vous auriez dû résoudre vos problèmes financiers sans mon aide. Alors, c'est exactement ce que vous allez faire maintenant. J'ai rangé mon téléphone et pris mon sac à main. Je vais rendre les choses très simples pour vous deux. Vous avez 30 jours pour trouver comment gérer vos dépenses sans aucune aide de ma part. Cela inclut de trouver des solutions pour le facture médicale, la dette de carte de crédit et le déficit mensuel courant de votre budget. François a finalement retrouvé sa voix. Tu ne peux pas être sérieuse? Je suis tout à fait sérieuse. Tu as clairement fait savoir que mon existence est un fardeau et que mon succès est une source de ressentiment. Très bien. Vis ta vie comme si le fardeau n'avait jamais existé. Vois à quel point tu te sentiras couronné de succès lorsque tu ne bénéficieras plus des réalisations de la fille que tu n'as jamais voulu. Je ne le pensais pas comme ça, a dit François. Mais sa voix manquait de conviction. Si, tu le pensais. Tu pensais chaque mot. Et maintenant,
tu vas faire l'expérience des conséquences logiques de ces mots. Je me suis dirigée vers la porte d'entrée, puis je me suis retournée une dernière fois. Tu sais ce qui est triste, papa? Je suis venue ici ce soir pour célébrer avec vous. Je voulais partager mon succès avec les et personnes que j'aimais le plus. Je voulais vous emmener en vacances, vous acheter de belles choses et vous montrer à quel point j'étais reconnaissante pour les sacrifices que vous aviez faits. Les yeux de François étaient grands ouverts maintenant, et je pouvais voir qu'il commençait à comprendre l'ampleur de ce qu'il avait perdu en ces quelques instants de brutale honnêteté. Mais il s'avère que ces sacrifices n'ont pas été faits par amour. Ils ont été faits par devoir et ressentiment, et je ne dois rien à quelqu'un qui me voit comme une erreur qui a ruiné sa vie. J'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai fait une pause sur le seuil. Si jamais tu décides que tu veux vraiment une relation avec moi basée sur le respect mutuel et l'affection sincère, tu as mon numéro. Mais d'ici là, je vais vivre ma vie entourée de gens qui sont heureux que j'existe. Marguerite, attends, a crié Hélène. Je me suis retournée vers elle. Maman, je t'aime, mais je ne ferai pas partie d'une famille où mon existence est considérée comme un fardeau. Quand tu seras prête à avoir cette conversation, sans que le ressentiment de papa n'empoisonne tout, appelle-moi. Et puis, je suis sortie de la maison où j'avais passé toute mon enfance à essayer de gagner l'amour de quelqu'un qui était fondamentalement incapable de le donner. Le trajet de retour à mon appartement m'a semblé être un voyage dans un autre univers. Chaque rue familière avait la même apparence, mais semblait complètement changée, comme si je voyais ma ville natale avec de nouveaux yeux. J'ai appelé David depuis le parking de mon immeuble, et il était à ma porte en 20 minutes, avec une bouteille de vin et l'expression inquiète qui signifiait qu'il était prêt à écouter aussi longtemps que nécessaire. « Il a dit quoi ?» La voix de David était basse, empreinte d'incrédulité, alors que je terminais de raconter les événements, de la soirée. Que s'il pouvait revenir en arrière, je ne serais jamais née, ai-je répété, surprise de constater que le redire ne faisait pas aussi mal que je l'avais craint. 28 ans à penser que je n'étais pas assez bien pour mériter son amour. Et il s'avère que j'avais raison. Mais pas parce que je n'étais pas assez bien, mais parce qu'il n'a jamais voulu que j'existe en premier lieu. David a posé son verre de vin et m'a prise dans ses bras. « Marguerite, tu sais que ça dit tout sur lui et rien sur toi, n'est-ce pas ?»« Je le sais maintenant, » ai-je dit, et j'ai réalisé que je le pensais vraiment. Pour la première fois de ma vie, je comprenais réellement que son incapacité à m'aimer n'avait rien à voir avec ma valeur en tant que personne. Les semaines suivantes furent une étrange combinaison de deuil et de libération. Deuil pour la relation père-fille que j'avais cru construire toutes ces années, et libération de l'effort épuisant d'essayer de gagner l'approbation de quelqu'un qui était constitutionnellement incapable de la donner. J'ai trouvé une thérapeute, le docteur Isabelle Lefebvre, spécialisée dans les traumatismes familiaux, qui m'a aidé à comprendre la différence entre des limites parentales saines et la négligence émotionnelle. Les enfants ne sont pas responsables des rêves non réalisés de leurs parents, m'a dit le docteur Lefebvre lors de notre 3e séance. Le ressentiment de votre père concernant ses limites professionnelles est son problème à résoudre, pas le vôtre à porter. 3 semaines après la confrontation, Hélène m'a appelée. « Marguerite, nous devons parler. »« Comment vous en sortez-vous financièrement ?» ai-je demandé, sans méchanceté, mais sans mon empressement antérieur à résoudre leurs problèmes. « C'est difficile, » a-t-elle admis. « Ton père a dû reprendre un travail à plein temps et j'ai trouvé un poste à temps partiel à la bibliothèque. Nous envisageons de renégocier le prêt de la maison et de consolider nos dettes. »« Bien, » ai-je dit. « Ce sont des décisions d'adultes responsables. »« Marguerite, ton père veut s'excuser. » Je suis restée silencieuse un long moment. « Maman,
Je n'ai pas besoin d'excuses pour qu'il ait dit la vérité. J'ai besoin qu'il détermine s'il veut vraiment une relation avec moi, ou s'il regrette simplement les avantages financiers d'avoir une fille qui réussit. Il est différent depuis que tu es partie, a dit Hélène. Plus calme. Je pense qu'il réalise ce qu'il a perdu, ce qu'il a choisi de perdre. Ce qu'il a choisi de perdre, ai-je corrigé. Je n'ai pas disparu, maman. Je me suis retirée d'une situation où je n'étais ni désirée ni appréciée. 4 mois plus tard, François m'a appelé directement. Marguerite, pourrions-nous nous voir pour un café? J'aimerais te parler. Nous nous sommes rencontrés dans un lieu neutre, un petit café près de mon bureau, où aucun de nous n'avait d'histoire émotionnelle. François avait l'air plus âgé, plus fatigué, et quand il a parlé, sa voix portait une humilité que je n'avais jamais entendue auparavant. J'ai eu tort, dit-il simplement. Surtout, de t'avoir blâmé pour mes choix, d'avoir ressenti du ressentiment pour ton succès, d'avoir accepté ton aide tout en souhaitant secrètement que tu n'existes pas. J'ai étudié son visage, cherchant des signes de manipulation ou de pression émotionnelle. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Vivre sans toi, a-t-il dit. Ces derniers mois, à devoir résoudre nos problèmes sans ton aide, à regarder ta mère pleurer parce que tu lui manquais, à réaliser que chaque bonne chose dans notre famille était liée à ta présence et à ta générosité. Il a fait une pause. Je vois un conseiller aussi. J'apprends comment fonctionne le ressentiment, comment il empoisonne tout ce qu'il touche. Et je veux essayer à nouveau, si tu es d'accord. Pas en tant que ton père qui attend que tu prouves ta valeur, mais en tant qu'homme qui veut connaître la femme remarquable que sa fille est devenue. J'ai examiné ces paroles avec soin. Papa, je suis prête à essayer de construire une relation avec toi, mais elle doit être complètement différente de ce que nous avions avant. Je ne vais plus courir après ton approbation, et je n'accepterai plus la responsabilité de ton bien-être émotionnel. François a hoché la tête. Je comprends. Et Marguerite, je suis fière de toi, pas seulement pour ta carrière, mais pour avoir eu la force de partir quand je t'ai maltraitée. Tu méritais mieux que ce que je t'ai donné. Et j'espère que je pourrai apprendre à être le père que tu mérites vraiment. Ce ne fut pas une réconciliation de contes de fées. Reconstruire la confiance a pris du temps, et il y a eu de nombreuses conversations où nous avons dû surmonter des décennies de malentendus et de blessures. Mais progressivement, nous avons développé quelque chose que nous n'avions jamais eu auparavant. Une véritable relation entre deux adultes qui se respectaient. 1 an plus tard, lorsque David m'a demandé en mariage dans le même parc des Buttes-Chaumont où nous avions eu notre première vraie conversation, François a été la première personne que j'ai appelée avec la nouvelle. Sa réponse a été immédiate et sincère. Marguerite, je suis si heureux pour vous. David est un homme chanceux, et tu mérites tout l'amour du monde. Le processus de planification du mariage est devenu une opportunité pour notre famille de pratiquer notre nouvelle dynamique. Au lieu de me sentir obligée d'inclure mes parents dans chaque décision, je les ai impliqués lorsque je voulais leur avis, et j'ai fixé des limites lorsque j'avais besoin d'espace. François a respecté ces limites, sans discuter, et Hélène a commencé à voir qu'elle pouvait avoir des relations avec son mari et sa fille sans constamment essayer de gérer la tension entre nous. Ma carrière a continué de s'épanouir. 18 mois après cette terrible confrontation, j'ai été de nouveau promue directrice du marketing et j'ai finalement créé ma propre agence de conseil. Mais le changement le plus important était interne. Je n'avais plus besoin de validation externe pour me sentir digne de réussir. J'avais appris la différence entre des relations familiales saines et la manipulation émotionnelle. Et je m'étais entourée de personnes qui célébraient mes réussites plutôt que d'en être jalouse. La leçon finale est venue d'une source inattendue. Lors d'un de nos rendez-vous mensuels autour d'un café,
François a dit quelque chose qui m'a surprise. Tu sais, Marguerite, je réalise maintenant que mon ressentiment ne te concernait pas vraiment. Il concernait ma propre peur de ne pas être assez bon. Quand tu réussissais, cela me forçait à affronter mes propres limites. Et au lieu d'utiliser cela comme motivation pour grandir, je t'ai blâmé de me faire sentir inadéquat. Cette prise de conscience a cristallisé tout ce que j'avais appris sur l'amour familial et l'estime de soi. Les gens qui vous aiment vraiment utiliseront votre succès comme une source d'inspiration, pas comme une munition pour leurs propres insécurités. Les gens qui méritent une place dans votre vie célébreront vos réussites sans tenir les comptes ou se demander ce qu'ils y gagnent. J'ai appris que ne pas être désiré par quelqu'un ne vous rend pas indigne d'amour. Cela les rend indignes de vous. J'ai appris qu'on ne peut pas gagner une affection sincère par un comportement parfait ou des réalisations extraordinaires. Et plus important encore, j'ai appris que parfois, les personnes qui devraient vous aimer le plus en sont incapables. Et c'est un reflet de leurs limites, pas de votre valeur. Au moment où j'ai cessé de mendier des miettes d'affection de quelqu'un qui me voyait comme un fardeau, j'ai réalisé que je m'étais privée de l'amour que je méritais vraiment. Maintenant, je m'entoure de gens qui célèbrent mon existence plutôt que d'en ressentir du ressentiment. Et chaque jour, je suis reconnaissante d'avoir eu le courage d'exiger mieux. Aujourd'hui, ma relation avec mes parents est plus saine qu'elle ne l'a jamais été. Mais elle est construite sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. François a appris à gérer ses propres émotions sans en faire ma responsabilité. Et Hélène a appris à m'aimer sans s'excuser pour le comportement de François. Nous avons tous grandi de cette nuit terrible où la vérité a éclaté. Et bien que je ne souhaite cette expérience à personne, je suis reconnaissante pour la clarté qu'elle m'a finalement apportée. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de refuser d'accepter moins que ce que vous méritez, même de la part de votre famille, même des personnes qui sont censées vous aimer inconditionnellement. Parce que la vérité, c'est que le véritable amour ne vient pas avec des conditions, du ressentiment ou des comptes d'apothicaire. Le véritable amour célèbre votre existence et soutient votre succès sans se demander ce qu'il y a à y gagner. Et si quelqu'un ne peut pas vous offrir ce genre d'amour, alors il est peut-être temps d'arrêter de se contenter de ce qu'il est prêt à donner et de commencer à exiger ce que vous méritez vraiment. Et vous? Avez-vous déjà dû fixer des limites avec des membres de votre famille qui n'appréciaient pas votre valeur? Avez-vous vécu ce moment où vous avez réalisé que vous acceptiez moins que ce que vous méritiez de la part de personnes qui étaient censées vous aimer? J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner pour plus d'histoires de la vie réelle sur les relations familiales et le courage d'exiger mieux. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que sa valeur n'est pas déterminée par la capacité des autres à la reconnaître. Merci d'avoir écouté mon histoire et souvenez-vous que vous méritez d'être entouré de personnes qui sont reconnaissantes de votre existence, pas qui en ont du ressentiment. D'ici la prochaine fois, choisissez un amour qui vous célèbre, pas un amour qui vous tolère simplement.